Comment l'un des défenseurs sénégalais les plus solides du championnat de France peut-il se retrouver complètement hors jeu pour sa propre équipe nationale? Bonjour. Pas juste sur le banc, mais même pas sur une liste élargie de 55 joueurs. C'est le nœud du problème qu'on va essayer de dénouer aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse très directe de Sénépost. Oui, et c'est une situation qui, de l'extérieur, semble totalement paradoxale. Et dans le monde du football de sélection, quand quelque chose semble paradoxal, c'est souvent que l'histoire ne se joue pas uniquement sur le terrain. Absolument. On parle donc du cas de Malang Sarr, défenseur central de 26 ans, qui évolue au RC Lens. Notre document de travail, c'est cet article de Sénépost intitulé « L'avenir de Malang Sarr en équipe nationale ». L'idée, c'est de comprendre pourquoi un joueur de ce calibre est mis de côté et quels sont les arguments qui pourraient ou peut-être devraient le ramener dans le jeu. Et pour bien saisir l'enjeu, je pense qu'il faut comprendre ce que représente cette liste. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, c'est le Graal du football africain. Bien sûr. Une préliste de 55 noms, ce n'est pas une sélection. C'est un recensement. C'est le sélectionneur, Pape Thiaw, qui prend une photo de famille de tous les talents sénégalais potentiellement disponibles sur la planète. D'accord. Ne même pas être sur cette photo, c'est plus qu'un simple oubli. C'est un message. Un message très clair, en effet. Et c'est là que l'analyse commence vraiment. Plongeons dans le premier constat de l'article, qui est brutal. Oui. Non retenu sur la liste des 55 joueurs présélectionnés pour la CAN 2025, Malang Sarr semble, pour le moment, ne pas entrer dans les plans du sélectionneur national. C'est direct. On ne parle pas d'une concurrence trop rude, mais d'une porte fermée à double tour. Fermé, verrouillé et peut-être même condamné. Ce que ça implique, en fait, c'est que, pour le staff technique, il ne fait même pas partie du vivier national. Ah oui, carrément. Ce n'est pas un joueur en balance avec un autre, ce n'est pas un joueur dont on surveille la forme, c'est un joueur qui, à l'instant T, n'existe pas aux yeux de la sélection. Dans le football international, un signal d'une telle force, c'est rare, surtout pour un joueur qui n'est ni blessé, ni à la retraite, ni en méforme flagrante. Attends, je vais être sûr de bien comprendre. On parle d'une liste de 55 noms. C'est énorme, 55? C'est très large. C'est presque assez pour faire 5 équipes complètes. En être absent, c'est comme si on te disait que tu n'es même pas dans le top 50 des joueurs de ton pays. C'est d'une violence symbolique assez folle. C'est exactement ça. C'est une exclusion qui dépasse la simple logique sportive. Et c'est précisément ce qui nous amène au cœur du paradoxe soulevé par Senep. Voilà. Car pendant que la porte de la sélection est fermée, celle de son club, elle, est grande ouverte. Et c'est là que ça devient complètement lunaire. L'article le décrit comme, et je cite, « l'un des défenseurs centraux sénégalais les plus réguliers dans le championnat français ». Et un titulaire indiscutable à Lens. On ne parle pas d'un joueur de seconde zone. Le gars est un pilier dans un des meilleurs clubs de France. Et il faut vraiment insister là-dessus, la Ligue 1 n'est pas un championnat mineur. C'est l'un des 5 plus grands d'Europe. On est d'accord. Et le RC Lens n'est pas n'importe quelle équipe. C'est un club qui a joué la Ligue des Champions récemment, qui se bat pour les places d'honneur. Être titulaire indiscutable dans ce contexte, ça veut dire que chaque semaine, tu livres des performances de très haut niveau contre des attaquants de classe mondiale. Sportivement, son CV est blindé. Donc si je résume, on a un joueur de 26 ans, l'âge idéal pour un défenseur, qui performe au plus haut niveau européen de manière constante et qui n'est même pas considéré comme une option pour son équipe nationale. Voilà. Le problème ne peut donc pas être sur le terrain. C'est mathématique. Exactement. La performance sportive est l'argument massu en sa faveur. Son absence est donc la preuve que le dossier se joue ailleurs. Et l'article de Sénépost ne perd pas de temps à nous emmener sur cette autre piste. Une piste qui remonte dans le temps. Oui. À ce que le journaliste appelle une erreur de jeunesse. Oui, et la phrase est choisie avec soin. Sa clin d'œil en faveur de la France, alors qu'il venait de signer à Chelsea, lui a certainement joué un mauvais tour. On entre dans le territoire miné des binationaux. C'est un sujet d'une complexité incroyable. Malang Sarr, comme beaucoup d'autres, est né et a été formé en France. Il a gravi tous les échelons des équipes de France, des U16 aux espoirs. Le parcours classique. C'est le parcours classique des plus grands talents. Arrivé à un certain point, au sommet de son potentiel, en signant dans un club immense comme Chelsea, la question de l'équipe de France A se pose logiquement. Ce fameux clin d'œil, ça peut être une interview, une ambition affichée. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? À 20 ou 21 ans, formé dans un système, tu rêves de l'équipe qui est championne du monde, c'est presque naturel, non? Naturel du point de vue du joueur et de son plan de carrière, certainement, mais ça peut être dévastateur du point de vue de la fédération et des supporters du pays d'origine. Ah oui, C'est là que deux logiques s'affrontent. La logique de l'athlète, qui veut jouer au plus haut niveau possible, et la logique de l'appartenance, de la fibre patriotique.
Et ce qui est fascinant, c'est que ce cas n'est pas du tout isolé. C'est presque un rite de passage pour de nombreuses sélections africaines. Tu as les exemples en tête, hein? Bien sûr, on l'a vu des dizaines de fois. On peut penser au parcours de Nabil Fekir ou Samawar, qui ont longtemps hésité avant de choisir l'Algérie pour le second, après avoir porté le maillot bleu pour le premier. C'est vrai. Ou Menir El Haddadi, qui a dû batailler avec la FIFA pour pouvoir jouer pour le Maroc, après une seule sélection avec l'Espagne. Chaque fédération a sa propre doctrine sur le sujet. Certaines sont très pragmatiques et accueillent les revenants à bras ouverts. D'autres, et le cas de Sarr semble suggérer pour le Sénégal, ont la mémoire plus longue, une vision plus rigide de la loyauté. Mais cette idée de loyauté, elle est compliquée. L'article parle d'erreur de jeunesse. C'est un terme qui implique à la fois une faute et une forme de pardon, non? Comme si on reconnaissait qu'à cet âge, sous la pression des agents, de la famille, des médias, on ne prend pas toujours la décision la plus sage sur le long terme. Exactement. Et c'est tout le débat. Faut-il juger l'homme de 26 ans sur les ambitions du jeune homme de 20 ans? D'un côté, une fédération peut dire « Nous voulons des joueurs qui ont le Sénégal chevillé au corps depuis le premier jour, sans aucune hésitation. » C'est une position qui se défend, au nom de la cohésion et du symbole. Je comprends cet argument. Du point de vue d'un supporter qui a toujours soutenu les Lions, voir un joueur considérer le Sénégal comme un plan B, ça peut être vécu comme une trahison. On peut se dire, il revient vers nous seulement parce que la porte de l'équipe de France s'est refermée. Ça peut sentir l'opportunisme. Voilà. C'est le risque, en effet. Mais de l'autre côté, il y a l'argument inverse. Le monde a changé, les identités sont multiples. Un joueur peut se sentir profondément français et profondément sénégalais. Son choix de carrière peut évoluer, sa maturité aussi. Refuser un talent indéniable sur la base d'une déclaration faite 5 ans plus tôt, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied, sportivement parlant? C'est un dilemme quasi insoluble. Et c'est précisément là-dessus que l'article enchaîne. Il ne se contente pas de constater l'erreur passée, il met en avant le présent. Il est écrit que Sarr, aujourd'hui, afficherait sa volonté de jouer pour le Sénégal et arborerait fièrement ses origines sénégalaises. L'auteur demande alors si cela ne devrait pas suffire à faire changer d'avis le sélectionneur. La question est posée. La rédemption est-elle possible? On entre ici dans la psychologie d'un sélectionneur. Pape Thiaw a 2 options. Soit il est un pragmatiste, il voit un défenseur central performant, expérimenté, qui peut renforcer son équipe pour la CAN. Le passé, c'est le passé, l'important c'est l'avenir et la performance. Un gardien du camp, il estime que le maillot national est sacré et qu'il ne doit être porté que par ceux qui l'ont toujours désiré, sans la moindre ambiguïté. Dans ce cas, il privilégie la cohésion du groupe et les valeurs qu'il veut incarner, quitte à se priver d'un atout sportif. Franchement, c'est un vrai casse-tête. La tête te dit de prendre le joueur, pour des raisons purement sportives, mais le cœur ou la ligne politique de la fédération te dit peut-être de rester ferme sur les principes. Tout à fait. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses, mais le choix de l'ignorer dans une liste de 55 montre que la ligne dure l'emporte pour l'instant. Pour l'instant. Mais la pression médiatique, incarnée par ce type d'article, et la pression populaire peuvent jouer un rôle. L'article de Sénépost n'est pas juste un constat, c'est un plaidoyer. Il cherche à influencer le débat. Oui, et il se termine d'ailleurs sur une phrase très forte qui est clairement une tentative de réhabilitation. Je la cite. « Une chose est sûre, Malang Sarr, 26 ans, reste un Sénégalais pur sang, même si dans le passé il a commis une erreur de jeunesse comme bon nombre de jeunes binationaux. » C'est puissant comme conclusion. C'est extrêmement habile. Le terme « pur sang » ancre son identité sénégalaise comme quelque chose d'inné, d'indiscutable. Oui. Et en le comparant au bon nombre de jeunes binationaux, l'article dédramatise son cas. Il le sort de l'exception pour le ramener dans une norme, celle d'une génération de joueurs au parcours complexe. Le message sous-jacent est clair. Il est l'un des nôtres, il a fait une erreur, comme d'autres. Il est temps de passer à autre chose et de profiter de son talent pour le bien de la nation. Donc, si on essaye de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, on se retrouve avec une situation incroyablement tendue. D'un côté, un joueur au sommet de son art, objectivement l'un des meilleurs à son poste, qui dit maintenant vouloir jouer pour le Sénégal. De l'autre, le fantôme d'un choix passé qui continue de hanter sa relation avec la sélection. Au fond, cette histoire nous montre à quel point le rôle d'un sélectionneur est plus politique et psychologique que simplement sportif. Tout à fait. Et si on prend un peu de recul, ce cas Sarr est une loupe grossissante sur un des enjeux majeurs
Du football moderne, surtout pour les nations africaines. La majorité de leurs plus grands talents naissent et sont formés en Europe. Oui, c'est vrai. Ces fédérations sont dans une quête permanente pour convaincre ces joueurs de choisir leur pays d'origine. C'est un jeu de séduction, de diplomatie, parfois de pression. Ça va bien au-delà d'une simple liste de joueurs pour un tournoi, en fait. Évidemment, ça touche à des questions d'identité nationale, de rapport à la diaspora, de gestion des parcours de vie. Comment une nation intègre-t-elle ses talents qui ont grandi ailleurs? Faut-il exiger une allégeance précoce et sans faille au risque de se priver de joueurs qui mûrissent leur choix plus tard? C'est une bonne question. Ou faut-il accepter ces parcours sinueux au risque d'être perçus comme une roue de secours? Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des philosophies différentes. Le cas de Malang Sarr cristallise parfaitement ce dilemme du XXIe siècle. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée à emporter. Au-delà du football, et en s'inspirant de ce dossier, comment est-ce qu'on gère, en tant que communauté ou organisation, ceux qui ont un jour semblé regarder ailleurs, mais qui souhaitent aujourd'hui s'engager? Au fond, la question de la seconde chance, est-ce que c'est une affaire de principes et de pardon, ou simplement une question de pragmatisme et d'intérêt bien compris? La réponse qu'on y apporte en dit souvent très long sur qui on est vraiment.